Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h17 sur Radio Classique. Bonjour Jean-Dominique Senard. Bonjour. Président de Michelin qui publie ce matin ses résultats annuels, des résultats historiques. Les ventes ont dépassé les 21 milliards d'euros en 2015, en hausse de plus de 8%. Et le résultat net est supérieur à 1 milliard 100 millions d'euros. Grâce à quoi? Grâce au marché ou grâce à la faiblesse de l'euro? Je crois que nous avons eu effectivement une très bonne année, avec un niveau de croissance de nos ventes de produits tout à fait remarquable, plus de 3% pour l'année, et dans certaines lignes produits, comme le tourisme camionnette, ça a avoisiné 7%. Donc on a eu une belle croissance des ventes, et ça c'est une très bonne nouvelle. Je crois que derrière cela, il y a plusieurs raisons. Les principales sont à mon avis d'abord la qualité de l'offre de nos produits, où nous avons apporté des innovations au marché cette année en quantité, pas simplement en tourisme camionnette, avec le nouveau pneu Cross Climate, qui est une merveille de technologie. Qui peut faire l'hiver et l'été. Hiver-été, qui apporte énormément de choses aux clients en termes de robustesse, de confort et surtout de sécurité. Il y a eu aussi des produits dans toutes les lignes du groupe, que ce soit le poids lourd, le génie civil, les 2 roues, avions, j'en passe, et des meilleurs. La qualité des services, tout ça est très très important. Le deuxième grand sujet, c'est l'agilité de Michelin, puisque finalement aujourd'hui, on est devant des marchés qui évoluent à une vitesse incroyable, une volatilité absolument inouïe qui s'accroît d'année en année. Je pense que devant nous, nous avons encore mieux, si je puis dire. Et l'agilité de l'entreprise est une clé parce que ça permet de répondre correctement à cette fluctuation du marché. Puis je dirais la troisième grande raison que je vois aujourd'hui, c'est cette stratégie constante, une répartition équilibrée géographique de nos activités dans le monde, c'est-à-dire que nous sommes présents dans les grandes régions du monde, ce qui permet d'aller capter la croissance là où elle est. Ça a été le cas cette année, par exemple, en Amérique du Nord, et également en Europe. Avec des zones sinistrées, en revanche, Amérique du Sud, avec des zones Europe de l'Est. difficiles, très très sinistrées. Vous avez cité en effet le Brésil, l'Amérique latine en général, mais surtout le Brésil, l'Europe de l'Est et la Russie, bien entendu. Autre contrainte pour votre groupe, Michelin, les cours du caoutchouc, ils ont chuté de 25% l'an dernier. On peut se dire que ça vous profite, puisque ce sont des coûts d'exploitation en moins. En revanche, les clients demandent des baisses de prix, du coup. Oui, ce qui est assez logique, et la grande, je dirais, le grand défi d'une entreprise comme Michelin, c'est de gérer correctement cette équation prix-matière. Et je dirais qu'on s'en est bien tiré cette année, parce que c'est un exercice extrêmement difficile. Je dirais, quand on voit les résultats du groupe en fin d'année, on voit qu'on a bien tenu l'équation qu'on avait promis au début de l'année. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et puis, c'est vrai que les matières sont basses. Si elles devaient remonter un jour, ce qui est bien possible, nous saurons le gérer. Un groupe comme Michelin est assez à l'aise dans ces conditions de matières premières à prix élevé. D'abord parce qu'il produit des éléments et des produits qui sont faits pour cela. Et d'autre part parce que la marque Michelin est capable de tirer dans le monde une politique de pays qui est tout à fait, je dirais, remarquable. Comment est-ce que vous percevez le marché français, puisqu'on s'interroge beaucoup sur la croissance française et son éventuel rebond timide en 2016? Ouais, le marché français a évolué dans le bon sens cette année, notamment à travers la partie première monde, c'est-à-dire la partie des constructeurs automobiles qui vous en ont parlé sûrement mieux que moi. Il y a donc eu un rebond de la production de ce côté-là, et ça c'est heureux. Évidemment, Michelin a suivi ce mouvement. Du côté du remplacement, c'est-à-dire ce qui représente une très grosse partie de l'activité de Michelin, là les choses sont moins nettes, la croissance suit un peu la croissance de l'économie en général, et il n'y a pas eu de phénomène tout à fait essentiel de ce côté-là. L'hiver doux fait qu'on achète moins de pneus par ailleurs? L'hiver, justement, vous avez raison, ça a évidemment été négatif sur le marché du pneu hiver. Mais enfin, c'est aussi pour ça que Michelin a sorti le Cross Climate au mois de mai. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons vendu presque 2 fois plus de Cross Climate en Europe cette année par rapport aux meilleures prévisions que nous pouvions avoir quand nous avons lancé le pneu en mois de mai. Ce qui prouve que quand on va donner au client ce dont il a envie, à un moment donné, ça marche. Parmi vos clients, il y a Boeing, l'avionneur américain, qui vous a consacré l'an dernier fournisseur de l'année, oui. Qui doit être une fierté évidemment pour un groupe français, sachant que vous êtes aussi évidemment fournisseur d'Airbus historique. Mais Boeing, c'est un peu plus nouveau. Il y a une semaine, Michelin est même devenu le fournisseur exclusif pour le 777. Voilà, vous l'avez vu, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes déjà présents dans quelques autres avions de Boeing. Il y a devant nous également des marchés du 737. Enfin, ce qui est très important, c'est que nous sommes reconnus maintenant chez Boeing comme étant un très grand fournisseur de très grande qualité. Je crois que c'est pas un hasard, il y a un énorme travail derrière, il y a surtout énormément de technologie. Vous savez, ce qui me frappe
quand on regarde Michelin, c'est cette capacité extraordinaire d'innovation et surtout de qualité qui suit. Parce qu'au fond, si les constructeurs automobiles, si les constructeurs d'avions ont à ce point besoin de notre présence, c'est pas tout à fait un hasard. Et je crois qu'un certain nombre d'avions dans le monde, puisque vous parlez de Boeing, ont décollé grâce à Michelin. Je ne vous renvoie pas à l'épisode du Concorde, mais il y en a eu bien d'autres. Effectivement, Concorde, dont l'aventure s'est malheureusement terminée sur une tragédie, mais en tout cas sur Boeing, je lisais qu'un pneu, par exemple, permettait de réaliser 300 atterrissages en moyenne. Oui, c'est ça. Alors dans les bons pneus, de Michelin, tous n'ont pas la même qualité. Et ça, c'est très important parce que voyez-vous, tout touchez la notion de service. On ne vend pas des pneus à un avionneur, on vend à une compagnie aérienne où on vend un nombre d'atterrissages. Et ça veut dire que derrière, nous assurons le service. C'est-à-dire que plus on peut faire d'atterrissage avec un même pneu, mieux on se porte, nous, manufacturiers, et la compagnie aérienne. Et vous touchez du doigt ce qui fait le cœur de Michelin aujourd'hui, c'est que nous sommes une société de produits, oui, mais nous sommes une société de services. Et plus cet aspect-là se développe, plus Michelin, je dirais, mène le marché. Un mot de la compétitivité de vos usines en France. Vous en avez fait une priorité, Jean-Dominique Senard. La semaine dernière, les Échos affirmaient que Michelin préparait une série de décisions afin de rationaliser encore la production et d'assouplir un peu plus le temps de travail des salariés. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bon, la question de la compétitivité en Europe et en France, c'est un sujet qui me tient à cœur, comme il tient à cœur Michelin. Vous savez que nous avons vraiment le souci de faire en sorte que nos usines puissent être compétitives dans cette région du monde. Elles sont en train de le devenir. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Et là, vous évoquez un sujet qui concerne essentiellement Clermont-Ferrand, d'ailleurs, puisqu'il s'agit notamment de l'atelier de rechappage d'une de nos usines locales qui est à la Combaude. Nous sommes préoccupés par cette évolution parce que vous savez que les pneus asiatiques ont pris des parts de marché considérables ces toutes dernières années, mais quand je dis considérable, c'est vraiment très important, c'est de l'ordre de 4 à 6 ou 7 points de part de marché en quelques années, ce qui est énorme. Et que par conséquent, nos activités de rechappage sont challengées aujourd'hui parce que les pneus qui arrivent de l'extérieur sont à bas coût et finalement mettent en cause la compétitivité de nos affaires. Est-ce qu'il faut... Donc je suis préoccupé par cela. Oui. Je pense que le statu quo n'est pas possible dans la durée, mais je voudrais être très clair sur ces aspects-là. Quelles que soient les décisions qui seront prises, car elles ne sont pas encore prises, nous en ferons part aux représentants syndicaux le moment venu. Quelles que soient ces décisions, il n'y aura pas d'impact sur l'emploi des personnes qui pourraient être concernées. 300 personnes travaillent dans cette usine à Clermont-Ferrand. Il n'y aura aucun impact sur l'emploi de ces personnes pour des raisons bien simples. C'est que nous avons aujourd'hui en France une équation sur la pyramide des âges qui est tout à fait étonnante, au point que nous pouvons tout à fait régler très sereinement, en anticipation, les évolutions professionnelles des personnes. C'est au point d'ailleurs qu'en France, cette année, nous allons embaucher probablement un peu plus de 1000 personnes, essentiellement des agents dans nos usines. C'est-à-dire que les départs en retraite sont compensés par des embauches finalement. Absolument. Et donc cette circonstance très favorable, entre guillemets, permet justement d'anticiper correctement des évolutions et des organisations industrielles sans soucis sociaux. Je crois que c'est très important pour les gens qui m'écoutent. Ça ne concerne pas Michelin pour l'instant, Jean-Dominique Senard, et vous en réjouissez, j'imagine, mais le gouvernement songerait à fixer les conditions du licenciement économique dans la loi, afin d'éviter les litiges entre l'employeur et la justice. Est-ce que ce serait une bonne idée, selon vous, de clarifier ce point? Je crois que ça va certainement dans la bonne direction, dans la mesure où cela remet un peu les pendules à l'heure, s'agissant du rôle des juges dans la matière. Aujourd'hui, on peut se demander si la judiciarisation du droit du travail est une bonne chose ou pas. De mon point de vue, ce n'est pas une très bonne chose parce que elle provoque des incertitudes et des inquiétudes qui sont naturellement des freins à l'embauche. Par conséquent, si on peut au moins clarifier un certain nombre de circonstances, eh bien, ça sera très bien. Mais évidemment, ce n'est pas la seule chose nécessaire. Je me permets d'ici d'insister sur le fait que si nous voulons résoudre la question du chômage en France, il va falloir s'attaquer sérieusement à un certain nombre de sujets et tout ensemble. Je pense notamment à l'approfondissement, mais cette fois-ci très très sérieux du dialogue social. Il est absolument essentiel que nous arrivions
à régler des questions d'accords d'entreprise au plus bas niveau dans l'entreprise. Nous en avons donné l'exemple chez Michelin en sauvant l'usine de Roanne par un accord d'entreprise absolument formidable qui a été après approuvé. l'échec d'un accord global qui avait été refusé par la CGT. Oui, mais cet accord-là a été accepté par 95% au niveau de local. l'usine et finalement signé par tous les syndicats sauf la CGT. Mais honnêtement, c'est un succès formidable du dialogue social. Nous avons fait la même chose à La Roche-sur-Yon et nous sommes en train de le faire de nouveau à Vannes, puis à Monceau, puis etc. Donc ce domaine-là, il faut arriver maintenant à accepter les accords majoritaires d'entreprise et considérer que ce soit la norme essentielle. Y compris via des référendums en cas de blocage? Pourquoi pas? Et je suis pas contre. Je sais que certaines organisations syndicales sont très pour, à l'initiative des organisations syndicales. Moi, je suis pour, mais je pense que c'est aussi possible à l'initiative de la direction. Je vois pas pourquoi il n'y aurait qu'un seul côté qui aurait cette initiative-là. Mais sur le fond, je suis d'accord. Il faut pas que ce soit la norme, je dirais, du dialogue social. On va pas passer son temps à faire des référendums, je veux dire, parce que c'est parfois ambigu, compliqué, etc. Mais quand il s'agit de la négociation d'un accord bien précis et que l'on arrive au bout, soit à la signature, soit à un blocage, le référendum peut être une voie de sortie. Vous êtes un citoyen européen engagé, je le sais, Jean-Dominique Senard. Comment regardez-vous le délitement de l'espace Schengen aujourd'hui, sachant que vous êtes une entreprise aussi évidemment présente sur l'ensemble de ces marchés? Je la regarde avec beaucoup de tristesse, si vous voulez, et je dois dire que s'il y a une urgence aujourd'hui, au-delà des débats nationaux que nous pouvons avoir, qui sont fondamentaux, c'est bien entendu l'avenir de l'Europe et le renforcement de l'Europe. J'ai souvent dit, mais c'est évidemment un engagement plus personnel, qu'il était temps de reprendre la copie. Nous avons raté l'épisode, je dirais, de la Constitution européenne, du projet Valéry Giscard d'Estaing à un moment donné. C'était une opportunité formidable pour transformer l'Europe, à mon avis. Cette opportunité est derrière nous. Il faut maintenant reprendre le métier. Et je crois que je crois que si on pouvait prendre une initiative permettant de donner à quelques pays cœurs de l'Europe, un peu comme à l'origine, j'allais dire, la mission de se réunir sérieusement et de placer l'aspect politique en tête afin que l'économie puisse suivre, eh bien, on changerait la donne. Alors, vous allez me dire que tout ça est peut-être totalement utopique, sauf qu'au point où on en est aujourd'hui, je vous rappelle que nous avons 3 cercles, nous avons l'Union européenne à 28, nous avons Schengen à 26, qui comprend la Suisse, d'ailleurs, qui n'est pas dans l'Union européenne, nous avons l'eurozone à 19 pays. Pourquoi pas avoir une zone supplémentaire, finalement, au point où on en est, dans l'eurozone, qui serait à cette fois-ci une unité politique et qui permettrait de donner à l'Europe, enfin, je dirais, son rôle internationale qu'elle est en train de perdre aujourd'hui et passer pour une zone un peu technocratique qui n'aurait pas de légitimité populaire. Je crois que la clé est là. C'est totalement utopique aujourd'hui peut-être, n'empêche que c'est ça qu'il faut faire. L'idée du noyau dur, donc le plaidoyer pro-européen du patron de Michelin, Jean-Dominique Senard. Merci d'avoir été ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci.